Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un corps correspondant au signalement du petit Marcus a été repêché dans l'Oise ce dimanche à Auvers-sur-Oise. Le garçonnet de 2 ans et demi avait disparu du domicile de sa tante depuis 10 jours. Les gendarmes débarquent à Pontoise dans le tout nouveau quartier Bossu. La première famille s'est installée ce lundi dans ce nouveau secteur de Pontoise à quelques mètres du pôle scientifique de la gendarmerie. Et puis ce week-end, les plantes étaient à la fête au château de La Roche-Guyon où les passionnés de jardinage ont pu découvrir les bienfaits des racines, les meilleurs alliés des belles plantes. Ce dimanche, un corps correspondant au signalement du petit Marcus a été repêché sur les bords de l'Oise, à Auvers-sur-Oise, une commune voisine de Butry, où l'enfant avait disparu depuis 10 jours. Une autopsie et des analyses devraient déterminer avec certitude l'identité de Marcus et les causes du décès. Les précisions avec Sébastien Cotet. C'est ici, à Auvers-sur-Oise, qu'un corps sans vie est retrouvé dimanche. Il est 16h35 lorsque des promeneurs découvrent près de ce canoë un corps qui flotte à la surface. Très vite, gendarmes et plongeurs arrivent sur place. Un médecin légiste est dépêché sur les lieux et constate le décès. Concernant l'identité du corps, il y a peu de doute. Il s'agirait du petit Marcus, disparu il y a 10 jours. Les vêtements correspondent à ceux qu'il portait le jour de sa disparition. La zone se situe à 4 km en aval du lieu où le petit garçon a été vu la dernière fois. L'enfant, en vacances, avait échappé à la surveillance de sa famille. D'importants moyens avaient été mobilisés pour le retrouver, sans résultat. Le corps a été emmené à l'Institut médico-légal de Garches dans les Hauts-de-Seine. Les analyses ADN devront déterminer avec certitude s'il s'agit bien de Marcus. L'autopsie permettra aux enquêteurs d'y voir plus clair sur les circonstances de la mort. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Les gendarmes prennent possession du quartier Bossu. La première famille s'est installée ce lundi dans ce nouveau secteur de Pontoise. Elle occupe un logement dédié aux gendarmes qui prennent peu à peu possession du pôle scientifique situé à quelques mètres seulement. Les précisions de Florian Philippe. C'est la première famille à emménager dans le quartier Bossu de Pontoise. L'arrivée de ces résidents marque le coup d'envoi de la création de ce nouveau quartier qui comptera à terme 7 à 8 000 habitants. Particularité, 360 logements seront dédiés à l'accueil de gendarmes. C'est le cas de l'adjudant Éric Falentin et sa femme. Nous avons visité les environs il y a déjà quelques temps. On a visité un peu Pontoise, vieille ville. Ça nous a paru très bien. C'est beaucoup plus clair. Nous venons de Drancy, la caserne de gendarmerie de Drancy. Donc tout à fait une autre philosophie de vie à Pontoise. Ce quartier est situé à quelques centaines de mètres du nouveau centre des experts de la gendarmerie. Un avantage pour le général de division Jacques Hébrard, commandant du pôle scientifique. On vient de Rosny-sous-Bois, donc on était dans une zone très urbanisée. Quelque part, on arrive sur le quartier Bossu, qui est quand même situé à proximité de Pontoise, pas très loin du Vexin. Donc il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir aux familles. Et moi, en tant que responsable du pôle judiciaire, l'intérêt que j'y vois, c'est la proximité entre le quartier Bossu et le quartier Lange. Donc je vais avoir mes personnels très proches de leur lieu d'emploi, sachant que le pôle judiciaire est constitué d'un laboratoire de criminalistique, d'un service de renseignement criminel et d'un service de lutte contre la cybercriminalité, et qu'à ce titre, j'ai besoin d'avoir mes personnels très proches de leur lieu d'emploi, parce que parfois on travaille 24 heures sur 24. Pour la ville de Pontoise, ce nouveau quartier va permettre à la ville d'atteindre près de 40 000 habitants. Outre les gendarmes, il accueillera une résidence étudiante. Cet emménagement représente un vrai point de départ. C'est la toute première famille, donc c'est le tout premier appartement de gendarmes qui est occupé aujourd'hui. Le déménagement est d'ailleurs en cours, vous avez pu le constater. Donc c'est à la fois un aboutissement parce que on touche du doigt de manière concrète l'aboutissement d'années de discussions, de mise en œuvre de projets, etc. Et puis c'est un départ surtout puisque c'est une nouvelle population importante qui arrive à Pontoise et que nous sommes ravis d'accueillir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes avec le général de gendarmerie Hébrard venus accueillir cette première famille. Oui, c'est un départ et encore une fois, qui nous enthousiasme. Les gendarmes vont progressivement investir cette résidence. Au 1er septembre, l'ensemble des militaires travaillant au pôle scientifique devrait être installé.
Et puis en bref, cette nuit, le Val d'Oise est placé en vigilance orange avec des risques d'orages violents. Le département pourrait subir de fortes précipitations ainsi que des chutes de grêlons accompagnées de fortes rafales de vent autour de 100 km/h selon Météo France. L'alerte qui débutera à 19h prendra fin à 3h dans la nuit de lundi à mardi. Ce week-end, on fêtait les plantes au château de La Roche-Guyon, un rendez-vous annuel et incontournable pour les passionnés de jardinage. Et cette année, les organisateurs mettaient à l'honneur les racines. Des conférences, des visites guidées, des avis d'experts permettaient d'en savoir un peu plus sur cet organe souterrain essentiel pour avoir de belles plantes. Un reportage d'Alizé Caron. Au pied du château de La Roche-Guyon, les plantes ont pris possession des lieux le temps d'un week-end. Arbres fruitiers, plantes aromatiques, 80 exposants dont une cinquantaine de jardiniers pépiniéristes se retrouvent chaque année à l'occasion de la fête des plantes. Le moment pour le public de rencontrer des professionnels. On les encourage à faire la visite du potager, la visite de l'exposition et la visite du jardin anglais. Comme ça, ils ont un panel très complet de ces deux jardins et de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes en achetant donc des plantes et en replantant chez eux. Ils ont en plus une manne de conseils et on sait que le public vient vraiment échanger ici. Cette année, les racines constituaient le thème principal de l'événement. Meilleurs alliés des belles plantes et des hommes, les racines étaient expliquées au public par des experts avec en prime des conseils jardinage. Mon rôle, aussi modeste soit-il, serait dans l'idéal d'attirer l'attention sur les jardiniers quant à leur pratique en tant que jardinier, qui peuvent parfois être un peu en contresens par rapport au cycle naturel des choses et au fonctionnement de ces racines et de leur rhizosphère. Et essayer d'abord de leur expliquer comment les racines interagissent avec le sol et puis peut-être pour les pousser vers de meilleures pratiques. Cette année, près de 4000 visiteurs sont venus découvrir la fête des plantes du château de La Roche-Guyon avec l'année prochaine un nouveau thème. Et puis du sport pour terminer ce journal avec une médaille d'argent pour la judokate d'Argenteuil Clarisse Agbenenou. Une belle seconde place remportée ce week-end lors du Grand Prix de Zagreb en Croatie. Clarisse Agbenenou s'est tout de même inclinée en finale face à la Slovène Tina Trestenjak. La Valdoisienne championne du monde en titre des moins de 63 kg concède tout de même sa première défaite depuis 17 mois. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un corps correspondant au signalement du petit Marcus a été repêché dans l'Oise ce dimanche à Auvers-sur-Oise. Le garçonnet de 2 ans et demi avait disparu du domicile de sa tante depuis 10 jours. Une autopsie et des analyses détermineront avec certitude l'identité de Marcus et les causes du décès dans les prochains jours. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr et tout de suite la partie magazine de ce journal. À demain. Ce petit jardin du quartier de l'Ermitage de Pontoise n'est pas un jardin comme les autres. Il a plusieurs fois servi de décor à l'un des plus grands peintres impressionnistes, Camille Pissarro. Entre 1866 et 1883, le peintre séjourne à Pontoise. Il va y réaliser plus de 300 toiles, dont quelques-unes dans ce jardin. Notre ami Pissarro s'est mis pas trop loin de là où nous sommes, qu'il a planté son chevet dans cette direction, et que ce qu'il reste aujourd'hui de sa peinture, c'est l'emplacement de la porte qui est murée maintenant par des parpaings, le début du mur et la fin du mur qu'on aperçoit dans la maison qui est là-bas, plus la fameuse maison bourgeoise dont on aperçoit le toit derrière la petite maison qui vient masquer la vue qu'a eu Pissarro. À 36 ans, Camille Pissarro s'installe à Pontoise. Nous sommes en 1866. Depuis 3 ans, une gare permet de rejoindre la capitale en 30 minutes, un avantage pour le peintre. Il trouve à Pontoise la variété de paysages qu'il recherche, tout en étant proche de Paris. Pontoise a la chance d'avoir accueilli une des figures très importantes de l'impressionnisme qui a participé à la naissance du mouvement. D'ailleurs, Camille Pissarro a accueilli à Pontoise les plus grands noms de l'impressionnisme, à savoir Cézanne ou bien Gauguin. Pendant 2 ans, Pissarro et Cézanne vont travailler ensemble à Pontoise sur les mêmes sujets. Mentor de Paul Cézanne et de Paul Gauguin,
Camille Pissarro sera considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Malgré son influence sur les autres peintres, Pissarro ne vit pas de sa peinture. Camille Pissarro, quand il a vécu à Pontoise, il était assez pauvre et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi Pontoise, qui était beaucoup moins cher que la vie parisienne. On dit d'ailleurs qu'il payait l'épicier Rondest avec ses toiles pour pouvoir manger. Si la vie n'est pas facile à Pontoise pour Camille Pissarro, le style du peintre est déjà là. Il met en lumière la vie rurale, ses paysages et ses paysans. Dessinateur et peintre, il ne s'arrêtera pas à l'impressionnisme et touchera à d'autres courants picturaux. Même à Pontoise, Camille Pissarro a perfectionné son style, a évolué. On parle d'une première période pontoisienne, d'une période pontoisienne classique et enfin d'une vraie expression de l'impressionnisme, voire même du divisionnisme à Pontoise. En 1883, Camille Pissarro s'installe à Osny, à quelques kilomètres. De son passage à Pontoise, il reste un musée qui porte son nom. On y trouve une toile peinte en 1864, des gravures et des dessins de l'artiste. Quant aux autres tableaux du peintre réalisés à Pontoise, ils sont exposés dans les plus grands musées du monde. Bien caché au bout de l'étang, cette curiosité architecturale s'appelle le château de la Chasse. Beaucoup plus petit que les autres fortifications du Moyen-Âge, il n'en reste pas moins un vrai château avec ses 4 tours imposantes de 6 mètres de diamètre. Un château médiéval miniature qui lui donne un charme particulier. Le château de la Chasse, d'abord, c'est le site le plus fréquenté des forêts du Val d'Oise. Premièrement, c'est là où, en un week-end, surtout s'il fait beau, il y aura beaucoup de monde. Ensuite, le bâtiment par lui-même, c'est un château du XIIe siècle, qui a une forme baroque, parce qu'il a subi pas mal de remaniements au cours de son histoire. Et puis, il est devenu propriété de l'État dans les années 70, et c'est là qu'il a été réellement restauré. Aujourd'hui, le château est la propriété de l'ONF, l'Office national des forêts, mais son premier propriétaire est au XIIe siècle le connétable Mathieu de Montmorency. Au cours de ses 800 ans d'histoire, cette étonnante bâtisse va accueillir de nombreuses têtes couronnées. On peut citer Jean le Bon, Charles V, Louis XI lui-même est venu faire des parties de chasse. Et petit à petit, il est tombé en désuétude quand il y a eu la construction du château des Coins. Et à ce moment-là, le château de la Chasse est tombé un petit peu à l'abandon et puis surtout en très mauvais état. Et c'est pour ça qu'il a ses tours coupées parce qu'il était en ruine. Et le fils du Grand Condé l'a restauré comme ça en coupant les tours en biais, les 4 tours. Tous les propriétaires ont fait des petites modifications et ça lui donne aujourd'hui un petit peu sa forme curieuse. Autre curiosité pour les visiteurs du parc, l'intérieur du château. Interdit au grand public et seulement ouvert aux groupes scolaires, il reste un mystère pour les nombreux visiteurs du parc. Ça, c'est les poutres d'origine. Bon, ce qu'il faut bien comprendre dans le château, c'est qu'on a le mur du fond, la cheminée et les 2 murs de retour très épais qui sont la construction d'origine du château. Et puis cette partie centrale avec l'escalier et les poutres qui ont 250 ans, qui font partie de la restauration. Quand le château est tombé en ruine, on a conservé les 4 tours, on les a coupées en biais. Et puis au centre, on a reconstruit un bâtiment avec une façade un peu moins épaisse. Et puis cet escalier qui monte sur les 3 étages. La particularité du château, c'est que les niveaux ont changé et qu'il est biscornu parce que les utilisations ont changé. Le château de la Chasse ouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine. Pour l'occasion, 3 artistes exposeront leurs œuvres. Cédric Marachian, coup de cœur de l'ONF, ainsi que quelques œuvres de Shane et Céline Lebovitch, 2 artistes locaux. Le château ne se visite pas, mais le parc, lui, reste ouvert toute l'année.